Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup de participer à cette rencontre de chez vous, du travail. Nous accueillons sur cet atelier Paco Globule. On avait rajouté que c'était une plateforme d'échange du dossier patient. Voilà, donc c'est nous comme ça qu'on le ressent. Donc, vous pouvez le situer. Et donc, pour intervenir sur cet atelier, nous accueillons donc Alice Pinko, qui va se présenter exactement, et Arnaud Collin. Donc, je vous propose voilà, une vingtaine de minutes d'intervention. Et après, on fait place aux questions. Donc, dans un premier temps, peut-être par chat. Vous voyez, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, si vous voulez, à tout le monde, pour voir s'il n'y a pas des questions qui reviennent. Et puis, si vous souhaitez intervenir, si c'est plus tard pour vous, ou s'il n'y a pas trop de questions, on pourra à ce moment-là ouvrir son micro et intervenir. Voilà, donc on vous écoute. Très bien. Donc, bonjour, moi je me présente, je suis Arnaud Collin, donc je suis chef de projet au groupement d'intérêt public e-santé en action Nouvelle-Aquitaine. En fait, notre structure est un groupement régional d'appui au déploiement et au développement de la e-santé sur la Nouvelle-Aquitaine. Et on est missionné par l'Agence régionale de santé pour accompagner les professionnels et les structures dans leurs projets e-santé, soit en termes d'accompagnement, soit en leur proposant différents outils, services que l'on met à disposition. Donc la présentation va se découper en deux temps. Un premier temps sur vous présenter un peu ce qu'est l'outil Paco Globule, et un deuxième temps où Alice interviendra pour vous présenter les adaptations qui sont en cours de l'outil dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Donc en fait, Paco Globule, c'est l'outil parcours de la Nouvelle-Aquitaine. Il faut le voir comme un carnet de liaison entre professionnels. Alors, pas uniquement professionnels de santé, c'est un outil qui est ouvert à la fois au champ sanitaire, médico-social et social, avec pour objectif d'améliorer la coordination autour du patient. Bien sûr, en fonction de sa profession, on a plus ou moins droit de regard sur le dossier. Un médecin aura plus de droits, par exemple, qu'un intervenant social sur les différents modules de l'outil. Alors, donc c'est un outil qui est à la fois disponible sur une version web, c'est un site qu'on consulte, sécurisé, et où c'est une application que l'on peut avoir en mobilité. Donc, principalement cet usage qui est fait sur le terrain mobilité, donc qu'on soit équipé d'un Android ou d'un iPhone. Et l'outil est décomposé on va dire deux parties. Il y a l'outil, c'est un outil complémentaire pour ceux qui ont déjà des logiciels métiers. Déjà d'un outil métier, ça va être un outil complémentaire à leur outil qui va permettre d'échanger, de partager de l'information. Et c'est l'outil métier également pour certaines structures de coordination comme les plateformes territoriales d'appui qui sont déployées sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc les 12 plateformes de la Nouvelle-Aquitaine l'utilisent, eux, comme outil métier. C'est dans cet outil qu'ils vont suivre leurs usagers et vont pouvoir, avec cet outil, partager de l'information avec les autres professionnels qui sont équipés également de la solution Paco Globule. Alors, quelles sont les fonctionnalités? Je ne vais pas passer en détail toutes les fonctionnalités, parce qu'après, je vous ferai une petite démo de la partie Paco. Donc, on trouve le cœur de l'outil, c'est la partie journal. Alors, la partie journal, il faut le voir comme un chat ou une discussion WhatsApp sécurisée entre tous les professionnels qui suivent le patient. On a une partie agenda qui est un agenda partagé du patient et pas des professionnels, sur lequel on peut venir mettre les rendez-vous médicaux des patients, ses ateliers dans le cas des programmes d'éducation thérapeutique, par exemple. On a la possibilité également dans cet outil de partager des documents. Ça peut être des comptes rendus, des fiches d'évaluation, des comptes rendus d'ateliers, par exemple.
On a également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des recueils standards et scoring. Ce sont des outils qui sont déployés et développés par l'éditeur qui permettent d'avoir des champs, on va dire des modèles de documents. Par exemple, les PTA, les plateformes d'appui sur leur outil ont une grille qui permet d'avoir un focus sur l'autonomie du patient. Donc voilà, il y a différents recueils qui sont déployés dans les travaux qui ont été menés avec un groupe de travail régional sur l'éducation thérapeutique. On retrouve également sur PACO la possibilité d'avoir un espace traitement qui permet d'avoir une photographie à l'instant T de ce que prend le patient en tant que au niveau de la prescription médicamenteuse et également en tout cas en automédication. Donc voilà, donc bien sûr, en fonction de ma profession, j'ai plus ou moins droit de regard et accès sur les différents modules. Après, le déploiement de PACO a commencé en fait en 2015 sur l'Aquitaine dans un premier temps sur les Landes et c'est déployé sur la Nouvelle-Aquitaine maintenant. Donc on a à peu près depuis 2015 25 000 utilisateurs de l'application, soit en version web, soit en version mobile. Et on a un fort succès, on va dire, sur les infirmiers où on a à peu près 37% de ces utilisateurs qui sont des infirmiers. Mais voilà, on couvre un peu toutes les professions qui sont concernées par la coordination. Et quelques chiffres, hein, mais je vais pouvoir vous les transmettre après. Donc depuis 2015, c'est à peu près 200 000 patients qui ont été suivis ou qui sont suivis sur l'application, dont 160 000 qui ont plus de 60 ans. Et c'est à peu près 4 millions de notes créées et échangées entre professionnels et à peu près 600 000 documents. Donc là, c'était pour la partie, on va dire, un peu professionnelle. Donc, ce qui est en cours de développement et de déploiement, alors d'abord dans une partie pilote, c'est ce qu'on appelle Mon Compagnon. Donc, c'est l'outil patient PACO Globule, en fait, c'est la version patient de PACO Globule. Donc pour l'instant, il est déployé sur la Nouvelle-Aquitaine où il est en cours de déploiement sur des zones pilotes. Donc l'UTEP de Saintonge fait partie d'un des pilotes et on est en cours de construction du projet pour mettre à disposition certains patients de la partie Mon Compagnon. Donc, on va retrouver sur l'application des patients quelques onglets, le journal de transmission, les documents, la planning. Le plus simple, c'est de vous montrer comment est l'application côté patient. Alors, je vais partager mon écran de téléphone. Donc, j'espère que vous voyez bien mon téléphone. C'est bon? Ouais. Alors, donc PACO, voilà. Donc, PACO, c'est le petit globule ici. Donc, le patient, lui, va télécharger son application globule et un professionnel va pouvoir lui créer son compte assez rapidement. Donc, une fois qu'on se connecte, que le patient se connecte sur son application, il a accès à différents onglets sur lesquels il a différentes possibilités d'agir. Donc, on a le premier, l'onglet profil, qui permet d'avoir la notion de la partie identité du patient, avec également une notion d'entourage, où là, on peut ajouter, un professionnel peut ajouter une personne de confiance, un aidant, une personne à prévenir en cas d'urgence, par exemple. On a la partie intervenant sur laquelle on va retrouver la liste des professionnels ou des structures qui suivent ou qui ont suivi à un moment donné mon patient. Donc pareil, c'est alimenté par les professionnels de santé eux-mêmes, cette partie. Donc ça permet vraiment d'avoir une photographie de quels sont les intervenants, professionnels. On a après la partie journal. Donc voilà, c'est le système de chat ou discussion SMS sécurisée. Donc les professionnels, eux, de leur côté, quand ils vont ajouter une note, vont pouvoir le rendre ou non visible au patient. Et le patient aura la possibilité, lui de son côté, d'ajouter une note assez facilement, de choisir quels sont les professionnels qui vont voir cette note. Admettons, je peux mettre uniquement médecin, vont envoyer la note et automatiquement,
les professionnels qui sont dans la liste des intervenants, qui sont médecins en l'occurrence, là, auront une visibilité de cette note. On a la partie documents, même principe que les notes, sauf là, on peut partager des documents. Donc, ça peut être des documents d'évaluation, de synthèse, par exemple, que les professionnels peuvent partager ou non avec le patient. On a la partie planning, donc, qui permet par exemple, si le patient participe à des ateliers d'éducation, les coordinateurs des ateliers peuvent mettre dans le calendrier la liste des ateliers. Le patient peut avoir rapidement accès à ces différents rendez-vous, différents ateliers assez rapidement sur cette partie agenda. On a la partie constante qui permet de suivre certaines constantes. Le patient peut lui-même ajouter des constantes qu'il le souhaite. La partie traitement, ce que je vous disais, qui permet d'avoir une photographie de ce qui est pris par le patient. Bien sûr, cette partie-là est modifiable uniquement par les professionnels. Et ce qui a été développé dans le cadre de la Covid, c'est un questionnaire d'autosurveillance. Donc voilà, donc ce questionnaire-là est spécifiquement au Covid, mais on peut l'imaginer d'autres questionnaires d'autosurveillance du patient pour d'autres cas. Donc voilà, l'idée, c'est que le patient puisse remplir ce questionnaire. Dès qu'il est validé, les professionnels qui peuvent avoir accès, notamment à la partie soignant, auront accès directement à ce questionnaire qui a été auto-rempli par le patient. Donc voilà, et après, on a différentes possibilités, mettre des infos Covid qui va renvoyer sur des sites du gouvernement, par exemple, voilà, des sites d'infos. Donc voilà, côté patient, sachant que la partie appli professionnelle, c'est la même interface avec des fonctionnalités un peu plus poussées pour cette partie. De toute façon, n'hésitez pas à consulter notre stand et puis à poser des questions après pour y répondre. Mais je vois que le temps s'écoule et j'ai passé la main à Alice qui va vous présenter le développement et les travaux engagés sur l'adaptation de PACO dans le cadre d'éducation thérapeutique. Alors, moi, je vous propose peut-être de poser les questions sur la partie bien sûr. PACO, si ça vous dérange pas, Alice. Comme ça, on distingue bien les deux sujets. Pas de souci. Donc, M. Lopez, je me permets de lire votre question. Effectivement, à quel moment un professionnel de santé peut prétendre utiliser PACO? Alors, à quel moment, c'est-à-dire, en fait, du moment qu'il a besoin, on va dire, de coordonner des patients, qu'il est dans la boucle de coordination, ce professionnel peut alerter ESEA sur la Nouvelle-Aquitaine et puis étudier avec lui la possibilité d'équiper des professionnels de santé peut créer un patient, en fait. Alors là, pour l'instant, pour la partie patient, on est sur une phase pilote. Alors, il y a des pistes qui ont été envisagées sur les phases pilotes. En fonction des différents pilotes, tout le monde n'aura pas… Oui, c'est Cynthia. Oui, salut. Mais écoute, Cécile, je sais faire mon travail. Alors, il y a quelqu'un. Je ne comprends pas là. J'ai envoyé. Attends. La vidéo pour répondre à ton mail. La vidéo, bien entendu, que je lui ai envoyée de suite. Je vais envoyer la vidéo. Ah, Hélène Milan. Allez. Oui, mais évidemment, je veux dire. Voilà. Donc, en fait, les phases pilotes vont pouvoir avoir pour but de dire quels sont les professionnels qui vont pouvoir ouvrir la version compagnon aux patients. Donc, voilà, au niveau de ce que je connais… Vous conseillez à un professionnel comme M. Lopez, par exemple, de vous contacter d'abord pour voir… Oui, tout à fait, parce que là, pour l'ouverture des patients, on est vraiment dans un premier temps dans une phase pilote pour voir qui fait quoi pour le patient, qui ouvre justement les accès, qui va le former en cas de problème, qui va régler le problème technique du patient. Donc là, on est vraiment sur une phase pilote et après, pour une généralisation plutôt 2021.
où là, une fois que ce sera bien cadré, on va pouvoir l'ouvrir de façon généralisée. Mais pour l'instant, voilà, on est vraiment sur quelques phases pilotes avec quelques dispositifs Et bien pour identifiés. rebondir justement sur, vous avez parlé des 37% des utilisateurs étaient des infirmières et Oui. 26% c'était autres. Est-ce que vous… Alors, 26% autres, donc on va retrouver notamment tous les intervenants, ça peut être sociaux, ça peut être les coordinateurs de parcours des plateformes territoriales d'appui, ça peut être des secrétaires médicales, voilà, c'est toute la partie autre. On va retrouver également des professionnels qu'on a mis soignants, par exemple des ergothérapeutes, voilà, toutes les professions qui n'apparaissent pas dans les… C'est assez ouvert, le PACO. On peut trouver des mandataires judiciaires également d'en haut, des indicateurs d'activité physique adaptée. Voilà. Du moment qu'à un moment donné, les professionnels doivent intervenir auprès du patient, et s'ils sont éligibles à PACO, on peut leur mettre à disposition l'outil. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Et je vous donnerai le micro à ce moment-là, ou vous la posez par… Voilà, après, n'hésitez pas à aller sur le stand. Il y a des liens sur notre site qui permettent justement, qui vous donnent toutes les professions qui ont la possibilité d'avoir PACO dans une matrice d'habilitation. Des questions? Moi, j'en ai une autre. Allez-y. Donc vous avez parlé de la partie compagnon, donc la partie patient. Oui. Donc, il peut effectivement, il peut consulter tout. J'ai l'impression, en fait, c'est la même présentation que pour les professionnels, le journal. Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il peut modifier l'entourage ou les professionnels lui-même? Alors, pour l'instant, ce qui est ouvert aux phases pilotes, hein, c'était dans un premier temps établi au niveau régional. Pour l'instant, toute la partie intervenant et la partie profil, donc entourage, n'est pas modifiable par le patient. Mais d'où le but des phases pilotes également, c'est de déterminer après quels sont les écrans ou les onglets que l'on peut donner à modifier aux patients. Mais dans un premier temps, sur les phases pilotes, la partie profil intervenant ne sera non modifiable par le patient. Ce qui ne veut pas dire qu'à la généralisation, ce ne sera pas possible. Parce que moi, j'ai créé, par exemple, 2-3 patients et c'est vrai que je n'ai pas forcément l'information de l'ensemble des professionnels autour du patient. Et par contre, je suis certain que le patient, il le sait, lui. Oui, tout à fait. Mais là, c'est vraiment la phase pilote. Et puis, c'est les phases pilotes qui vont permettre d'identifier les besoins réels. Et puis après, adapter les ouvertures ou non. En disant que ça ferait plus propre parce que voilà. Donc, certes, j'ai envoyé un message. En effet, je ne me suis pas mis sur mon agenda. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer à la partie PACO et TP? Si Alice a retrouvé son son. Je voudrais juste demander en phase test, combien de patients actuellement l'utilisent et est-ce que c'est assez représentatif des différents profils de pathologie? Pour l'instant, les phases de test démarrent juste en fait. On a déjà ciblé les structures et les différents pilotes qui ont été établis, donc il faut qu'on construise. On n'est pas encore à l'ouverture en phase pilote des patients. On est vraiment là à avoir identifié les structures et à commencer à créer des micro-projets sur les pilotes. Pour l'instant, la phase… Vous savez déjà le nombre que vous visez pour que ça soit représentatif ou l'idée pour les pilotes, pour chaque pilote, c'est une vingtaine de patients. Sachant que les pilotes sont sur différents on va dire, sujets. Par exemple, il y a l'UTEP de Saintonge, un pilote.
Après, sur la Vienne, il y a des pilotes qui vont être menés sur la partie suivi du patient diabétique et insuffisant rénal. Voilà, l'idée sur les différents territoires de la Nouvelle-Aquitaine, on a différents parcours patients avec une vingtaine de patients sur chaque pilote. J'imagine que c'est peut-être les retours qui vont être faits du terrain, mais on a parfois des patients qui peuvent être en difficulté avec des troubles sensoriels en plus de leur pathologie, notamment de vue. Donc, est-ce que l'application est faite aussi pour qu'on puisse assez facilement voir certains icônes ou avec des problématiques de préhension peut-être? Alors là, ma connaissance, non, mais c'est des choses voilà, Ça va remonter remonte à peut-être du terrain. l'éditeur, qu'on va remonter à l'éditeur pour adapter l'outil. C'est compatible sur tablette. Oui, voilà, il existe sur tablette. Après, voilà, on a la possibilité de zoomer sur des éléments comme une application, on va dire, standard. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou c'est encore un peu plus… Oui, non, c'était pour que ça soit un peu en mode Falc, facile à lire et à comprendre. Et également accessible sur un ordinateur. Alors, la version Mon Compagnon, pour l'instant, patient, est accessible uniquement sur tablette ou téléphone. Ah, la version, pour l'instant, c'est uniquement la version professionnelle qui est ouverte sur la version web. Ok. Alors, je ne sais pas si après l'éditeur a prévu de développer cet accès en version web comme on peut l'avoir, par exemple, pour le dossier médical partagé. Merci. Vous avez d'autres questions sur Paco Globule, à la fois pour les professionnels ou les patients? Moi, j'ai trouvé intéressant les questionnaires de surveillance. C'est vraiment d'autosurveillance. Vous en avez récupéré de différentes sociétés savantes ou de groupes de travail ou… Non. Alors, pour l'instant, c'est le seul qui a été mis en place assez rapidement pour le suivi Covid. Mais après, voilà, ça peut être des possibilités. La technologie existe, donc après, peut être adapté aux besoins. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu des publis internationaux, notamment une équipe de Tours qui a montré, je vous parle de cancer, c'est mon domaine, voilà, une meilleure survie des patients qui avaient accès à un questionnaire d'auto-questionnement, d'autosurveillance comme ça, versus les patients qui ne le faisaient pas et on avait des meilleurs résultats cliniques. Donc, c'est vraiment un enjeu d'avenir et c'est vrai que… Après, s'il existe des besoins, de toute façon, ils peuvent être remontés au niveau régional. Je pense après, ça peut être au niveau régional s'il y a d'autres structures qui peuvent avoir le même besoin. C'est un peu la philosophie de fonctionnement. On est à l'écoute de tous les besoins, puis on les met en place s'il y a vraiment un intérêt, on va dire, général de le mettre en place. Bon, je vous propose de passer à la partie donc plus ETP, donc avec le groupe de travail qui est animé par Alice. Donc, vous avez la parole. Je te laisse la main. D'accord, merci. Et je vais partager mon écran par ailleurs. Merci. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Alice Pingot. Je travaille pour Capgemini, qui est donc un cabinet de conseil. Et j'accompagne depuis quelques années maintenant l'ARS Nouvelle-Aquitaine et le grade ESEA dans l'évolution de l'outil Paco Globule en réponse aux besoins de terrain, à la fois pour les plateformes territoriales d'appui, mais également pour les parcours dont l'éducation thérapeutique fait partie. Donc, dans ce cadre, en fait, je réalise et j'anime des sessions de travail avec des groupes de travail terrain, métier, pour évaluer les besoins et après définir les évolutions à mettre en œuvre dans cet outil de coordination Paco Globule. J'espère que vous voyez correctement l'écran, que vous m'entendez bien. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à me le signaler, parce que moi-même, j'ai eu des petits problèmes de connexion tout à l'heure.
Donc, dans le cadre de cette réflexion pour l'éducation thérapeutique, nous avons donc constitué un groupe de travail avec des représentants de dispositifs ETP. Donc ici, je vous en ai listé voilà, pour partie. Il y a eu la Maison du Diabète, Yablim, l'UTEP de Saint-Onge, les Enchanteuses, voilà, des ETP également. L'URPS médecin a également participé aux réunions pour qu'on ait aussi une représentation des libéraux qui peuvent collaborer, travailler avec les dispositifs ETP. Et donc, les ambitions qu'on se donnait à travers ce groupe de travail, c'était déjà un peu de pouvoir se mettre d'accord et d'écrire, en fait, formaliser le parcours d'une personne qui s'inscrit dans un programme de TP. Parce que voilà, il y a des spécialités sur chaque dispositif de TP. Quel est un peu le schéma commun qu'on pouvait en dégager pour mieux comprendre derrière les acteurs aux différentes étapes de ce parcours et derrière les besoins en échange d'informations entre ces différents acteurs tout le long du parcours ETP. Donc, c'est une première phase un peu de cadrage qui a été réalisée. Et ensuite, dès lors que le cadre était posé, on est rentré un peu dans le dur, à savoir quels sont dans ces fameux supports d'information que l'on a besoin de développer, à la fois pour servir le besoin de l'équipe ETP, mais pour qu'elle puisse après également communiquer certains éléments aux autres intervenants dans la prise en charge du patient. Donc, c'est donc ce socle commun de fonctionnalités que l'on a défini ensemble dans une expression de besoin pour les professionnels majoritairement. C'est-à-dire qu'au début, on s'est un peu interrogé sur les besoins, effectivement, tant du côté du professionnel que du patient. Mais après, dans le premier travail qu'on a effectué, sur lequel on s'est arrêté dans un premier temps, c'est vraiment préciser le besoin pour l'interface professionnelle. Donc, pour l'instant, tout ce qui va être développé ne sera vraiment pour utilisation que des professionnels intervenant dans le TP et pas encore pour une déclinaison patient, ou bien entendu, dans ce cadre-là, on pourrait imaginer, comme vous le proposez, Guillaume, des formulaires un peu d'auto-évaluation, ce genre de choses qui pourraient venir compléter, alimenter et être en lien avec ces différents éléments de TP. Donc, on a réalisé 11 sessions de travail donc, qui se sont déroulées majoritairement sur l'année 2019 et début 2020. Pour avancer donc sur cette expression de besoin. Donc ici, je vous ai juste mis une projection de ce que ça pourrait être dans Paco Globule. Pour l'instant, les travaux démarrent juste dans la réalisation de ce module, donc je n'ai pas de support à vous présenter fini, mais en tout cas, c'est une projection que vous avez ici, où vous découvrirez en fait la version web de Paco Globule, où on retrouve les différents onglets ici qui constituent les grandes fonctionnalités de Paco, donc comme l'a présenté Arnaud, la partie journal, la vue dossier, la vue agenda, l'espace documentaire du patient, l'espace traitement. Donc ici, on retrouve un peu voilà, les différents éléments, les différentes fonctionnalités cœur de Paco, la liste des patients que vous avez en tant que structure ETP. Et donc, l'idée, ce serait d'ajouter à ces fonctionnalités une nouvelle brique fonctionnelle, celle de l'ETP. Et dans cette brique-là, vous auriez accès à différents recueils, différents écrans à renseigner pour mener à bien vos diagnostics éducatifs, vos bilans. Qualifie également les séances d'ateliers que votre programme propose et bénéficier comme ça de vues de synthèse qui vous seront utiles à vous, à la fois pour avoir une vue de synthèse du patient, mais de laquelle vous pourrez également générer des documents un peu type, un peu sous format un peu de courrier aussi, que vous pourrez transmettre à vos partenaires et également aux patients. Il y a une vue de synthèse patient qui est également prévue. Donc, on a comme ça un peu, tel que ça se profile de l'expression de besoin, on aurait 4 grands blocs. Un autour du diagnostic éducatif, un autour des bilans, donc sachant que vous pourriez en réaliser plusieurs. Ce volet synthèse qui englobe à la fois la synthèse du diagnostic éducatif qui se reportera dans cet écran, celle ou des bilans que vous aurez réalisés également dans cet écran-là, vous verriez la synthèse patient. Et de toutes ces synthèses, vous pourriez en exporter des modèles documentaires que vous pourriez partager à vos partenaires. Et dans cette partie atelier, vous pourriez avoir accès à la liste des ateliers de votre programme et des fiches qui vous permettront de qualifier ces séances
notamment à des fins de rapport d'activité pour vous, de savoir, voilà, est-ce que c'était des séances qui étaient co-animées, quel était le profil des intervenants, est-ce que c'était des séances qui étaient dédiées aux aidants, aux patients, aux deux, etc. Et vous permettre aussi de l'émargement, c'est-à-dire de savoir pour chaque atelier, parmi les personnes qui étaient prévues sur ces séances, lesquelles ont finalement participé aux séances d'atelier, lesquelles n'y ont pas participé, et ça vous permettra derrière d'évaluer l'assiduité des personnes dans le cadre du programme que vous avez défini avec elles. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on ait un peu ces éléments-là. Encore une fois, vous ne vous fiez pas trop au visuel parce que c'est une maquette qui a été effectuée et le rendu sera peut-être un peu différent. Mais vous avez là les composants phares quand même qui composeraient ce nouvel élément dans Pacoglobule. Et donc, tout le travail d'expression de besoin a consisté à définir un peu quel serait le contenu de ce diagnostic éducatif. Donc, au niveau de recueil un peu descriptif au début sur la situation du patient, le contexte dans lequel vous avez réalisé ce diagnostic éducatif, qui était l'évaluateur, etc. Une partie un peu évaluation, où là-dessus, en fait, on s'est mis d'accord avec le groupe sur quelques questionnaires un peu génériques par thématique, parce qu'encore une fois, on sait que chaque dispositif de TP a ses spécificités. Vous adressez des thématiques parfois différentes et vous avez besoin d'un contenu dédié. Là, on a essayé de voir quel contenu standard, quoique thématisé, on pouvait proposer pour vous appuyer. Ça ne vous empêchera pas de compléter avec d'autres éléments qui vous appartiennent. Mais donc, en tout cas, voilà, ces éléments-là de recueil et de synthèse. Pareil pour le bilan, qu'est-ce qui sera ajouté, retiré dans la partie recueil de bilan et la synthèse qui doit être récupérée. Donc, la vue synthèse avec là plus une contextualisation aussi de récupérer certains éléments de synthèse, mais aussi donner un cadre précisant, en fait, vous aidant, parce qu'apportant des petites phrases d'introduction, des phrases un peu de conclusion à destination des intervenants ou du patient. Donc, on revoit aussi sur la synthèse patient un peu la formulation des mots et des champs pour qu'ils se l'approprient davantage. Donc là, on est plutôt dans l'aspect contrat qui sera signé avec le patient pour l'engager davantage dans le suivi de ces ateliers. Et comme je vous le disais, donc des documents qui émanent de ces synthèses pour être partagés. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui a été défini en termes de contenu. Également, en termes de contenu, on s'est mis d'accord sur les différents éléments qui étaient utiles pour pouvoir qualifier ces fameuses séances d'atelier, donc sans aller dans un niveau de détail extrême, mais en tout cas avoir quelques champs structurés, comme ici vous le voyez dans la capture d'écran, de pouvoir savoir cette séance d'atelier, est-ce qu'elle est individuelle ou collective, et puis à qui elle est dédiée, qui en sont les animateurs, etc. Et l'aspect un peu élément structuré permettra derrière d'en tirer des statistiques, de pouvoir évaluer un peu votre activité sur la durée. Donc de là, effectivement, il y a eu ensuite toute une réflexion menée sur les indicateurs qui seraient souhaités pour après suivre dans le cadre d'un tableau de bord de l'activité ETP, un peu votre activité à des mailles parfois programme ou structure ETP et donc qui font appel à la fois au côté un peu votre fil actif, combien de personnes vous avez accompagnées sur l'année, combien ont eu un diagnostic éducatif, combien ont eu des sessions de bilan, quelle a été la finalité en proportion de chaque accompagnement, est-ce que c'était des abandons de programme, un suivi de programme renforcé, un programme arrêté parce que les objectifs ont été finalement remplis, donc un peu toutes ces finalités-là aussi, et puis une évaluation aussi de ces différents ateliers. Donc là, je vous ai mis que quelques captures d'écran. Après, j'ai l'expression de besoin un peu plus complète si vous souhaitez rentrer dans des éléments de détail, mais c'est plus pour vous donner une idée du travail qui a été effectué et qui sera après, du coup, reproduit, inscrit dans cette nouvelle fonctionnalité au sein de Pacoglobule. Donc ça a été effectivement le gros du travail. Et aujourd'hui, dans les prochaines étapes, on est en train d'achever une session de travail donc avec ce même groupe de travail ETP, mais également donc des intervenants PTA, parce que comme on vous l'a dit, Pacoglobule, c'est avant tout aussi un outil de coordination. Donc dans ce cadre-là, il est intéressant de se poser la question entre ces deux dispositifs, éducation thérapeutique et PTA, quels sont les besoins en partage d'informations, en échange éventuellement, s'il y a des orientations de situations qui se font de part et d'autre. Donc voilà, on a mené quelques sessions supplémentaires, dont une aura lieu là en fin d'année pour préciser un peu les cas d'usage d'interaction entre les dispositifs, les besoins d'échange, et éventuellement définir un petit recueil qui ferait le lien entre ces deux types d'acteurs
dans le cadre d'un partage d'informations autour d'un même patient. Donc ça, c'est le travail qu'on est en train d'achever, qui est juste un complément, on va dire, au premier travail déjà effectué. Et bien entendu, après, le gros du travail, c'est la mise en œuvre dans PacoGlobule de toute cette expression de besoin que je vous ai rapidement présentée. Voilà pour la partie un peu, Merci, Alice. un peu overview du sujet. Vous avez des questions? Bah, on a hâte, vraiment. Donc là, on sent que c'est imminent. Est-ce que cette session de travail avec la PTA, il y a une date de fixée? Oui, alors il y a eu déjà 2 sessions de travail. Une dernière devrait suffire et elle aura lieu en décembre. Je ne dis pas de bêtises, le 7 décembre, je crois. Voilà, mais qui va peut-être du coup créer, effectivement, aboutir dans la création d'un petit recueil qui serait partagé des 2 côtés, donc à la fois sur les plateformes éducation thérapeutique et les plateformes PTA, pour pouvoir s'échanger une information qui aide à mieux orienter une situation, en fait, à faire le lien entre les structures, donc à se poser les bonnes questions. C'est plus ça l'objet de cette séance. Et à caler un peu les processus entre ces 2 structures. Donc ça va analyser, mais ça n'empêche pas les équipes aujourd'hui de travailler à la mise en œuvre donc, du gros du sujet qui est le module un peu pour les intervenants de télé, si je puis dire. Et là-dessus, l'idée c'est de pouvoir, plutôt premier trimestre 2021, donc sur le mois de mars, commencer des tests sur ce qui aura été produit avec quelques structures avant de le déployer plus largement. Donc là, ce qui est a priorisé, mais je ne préfère pas trop m'engager parce que c'est encore en discussion, mais ce serait la possibilité d'avoir un contenu, donc plutôt début d'année, parce qu'il y a quand même des mécanismes un peu complexes derrière, donc ça prend un tout petit peu de temps à développer, mais parce qu'il y a aussi des mises en lien entre différents recueils, hein, comme je l'ai expliqué, les synthèses qui communiquent, les ateliers qui permettent de connaître l'assiduité, ça va faire le lien avec les synthèses, etc. Donc pas mal de choses qui peuvent être d'un niveau un peu complexe aussi. Donc plutôt une mise en œuvre pour test début mars et peut-être au bout d'un mois de test, l'ouverture plus large aux acteurs qui souhaitent en bénéficier. D'accord, merci. Donc, Virginie Pelletier nous dit bravo. Je ne suis pas dans la région, mais en Alsace. Et là, il faut que j'ouvre complètement le chat. Vous voulez prendre la parole, Madame Pelletier, comme vous voulez. Ah, elle demande si Paco va Oui, enfin, se déployer dans d'autres régions. Voilà. C'est ça? C'est ça. Alors, oui. Alors, en Alsace, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des utilisateurs en Alsace de PacoGlobule aujourd'hui. Et effectivement, donc, l'éditeur Kilab a vocation à pouvoir offrir ses services au maximum de régions, de départements qui souhaitent en bénéficier. Après, il faut aussi que ça s'accorde avec les politiques de santé qui sont de mettre en place un outil de e-parcours harmonisé au sein d'une même région. Et du coup, dans ce cadre, les différentes régions, en fait, ont mené on va dire des appels d'offres auprès de différents éditeurs pour faire le choix de leurs solutions. Et toutes les régions n'ont pas choisi Globule. Il y en a certaines qui l'ont fait et d'autres non. Donc en Alsace, je ne pense pas que c'est l'outil PacoGlobule qui était retenu, mais je ne pense pas que ça empêche qu'on vous propose aujourd'hui cet outil-là. Et notamment, je sais, voilà, encore une fois, que Globule, en tant que tel, est aujourd'hui déployé dans plusieurs départements en dehors de la région Nouvelle-Aquitaine. Il portera peut-être en revanche un nom. Oui. Pardon. On a Globule, notamment notre réseau oncologique d'Alsace utilise Globule. Moi, je suis plus, c'est plutôt la partie ETP vraiment de Globule que vous êtes en train de développer qui m'intéresse. Oui, j'imagine bien. Mais je pense qu'il y aura. Dans tous les cas, oui, il n'y a pas Alors, je ne connais pas encore la démarche après de l'éditeur par rapport à cet accompagnement, mais je sais que pour ces utilisateurs actuels, où qu'ils soient, l'intention n'est pas de retirer ou certaines finalités ou d'en limiter l'usage. Donc, je pense que alors c'est mon point de vue, hein, je ne veux pas m'engager à cette place, mais je pense qu'effectivement, à partir du moment où cette brique sera en place, il va sans doute étudier les modalités pour pouvoir la mettre à disposition des utilisateurs d'autres régions.
Donc, ça n'a pas encore tout à fait été calé, mais en termes de discussion, mais je pense que ça sera la finalité sera d'offrir ce service au plus grand nombre. D'accord, merci. Je ne sais pas si ça a été précisé, mais effectivement, actuellement, la plateforme est entièrement gratuite. Tout à fait. C'est financé par l'ARS, je suppose. Donc, effectivement, on se posera peut-être la question. Alors là, moi non plus, j'en sais rien du tout. Peut-être avoir des modules payants, je ne sais pas. Oui, je pense qu'effectivement, après, c'est sans doute la différence, c'est pour ça que je ne peux pas m'engager, c'est qu'il risque d'y avoir vis-à-vis d'autres régions qui ne sont pas financées par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, des modalités de paiement à mettre en place pour peut-être certains modules. Il y a Fabrice Laborde qui nous pose la question d'un point de vue juridique pour inclure un patient. Est-ce qu'on lui demande un consentement? Est-ce qu'il doit signer un consentement écrit? Alors, on n'est pas sur de la signature écrite, mais dans le cadre, ce qui a été acté au niveau de PACO Globule, et d'ailleurs à ce sujet, il y a eu tout un travail de mener pour constituer une charte de recommandations de bonnes pratiques de l'usage PACO Globule au niveau régional, et qui décrit du coup tous les aspects, notamment en lien avec le réglementaire, etc. Donc aujourd'hui, dans PACO, vous disposez d'un recueil sur le consentement qui vous est demandé et dont on vous rappelle que le remplissage est important et qui, selon l'état du consentement de la personne au partage d'informations, peut vous bloquer certaines actions dans le cadre d'une opposition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plus des mécanismes rattachés au cas où vous ayez, par exemple, créé un dossier, une identité pour une personne donnée qui, quelques mois après, change d'avis et refuse finalement qu'on partage des données la concernant. Donc, il y a ce mécanisme aussi rétroactif de si un dossier a été créé à un moment donné, on peut aussi en bloquer le partage, le diminuer, etc. Donc, en revanche, on n'est pas sur la récupération d'un document qui sera écrit par le patient. C'est un plus si vous le faites, mais l'outil ne l'exige pas et en Nouvelle-Aquitaine, on n'exige pas. On est plutôt sur un recueil accessible aux intervenants de l'équipe de soins et dès lors qu'un intervenant de l'équipe de soins à renseigner ce recueil en marquant que la personne a été informée et qu'elle ne s'oppose pas, parce que dans le cadre d'une équipe de soins, on sera moins sur le consentement que sur une notion de non-opposition au traitement des données, et ben, cette non-opposition sera valable pour tous les intervenants de l'équipe de soins. Donc, il ne sera pas nécessaire, si vous, en tant que dispositif ETP, au moment de créer un dossier patient, vous récupérez une identité qui était déjà existante, vous bénéficierez du fait qu'une personne ait déjà fait cette vérification et elle sera valable pour vous également parce que vous intégrez l'équipe de soins du patient. Ça, ouais. Donc, en tout cas, c'est géré et tracé. On a la place encore pour une petite question et une petite réponse, s'il te plaît, Alice. Oui. Lopez qui l'a posé, du coup, je l'ai perdu. Oui, quid des homonymes? Ça, c'est assez simple. Il y a un moteur de recherche pour voir si on n'est pas en train de créer un patient. C'est ça, hein? Bien sûr, il y a tout un mécanisme d'identité-vigilance dans PACO qui, vous ne pouvez pas juste renseigner un nom, prénom pour créer une identité, il faut un minimum l'identité en plus. Ouais. Et l'outil va vous rappeler qu'il y a 5 traits même à compléter pour être sûr de ne pas créer un doublon. Ouais, et si jamais il devait y avoir un doublon de créer, ça peut se traiter. Ouais. On nous rappelle de bien vérifier qu'il n'existe pas déjà un homonyme. C'est vraiment… Tout à fait. Donc, c'est effectivement bien géré aujourd'hui par l'outil. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On arrive au terme de cet atelier. J'espère que ça a répondu